Nous sommes le 14 novembre 1974 dans la petite ville d'Amityville. Il est environ 18h quand un jeune homme de 23 ans pénètre, visiblement paniqué, dans un pub local. A hurler « Aidez-moi, vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués !» Pour les personnes présentes, c'est un choc. Jamais cette petite ville d'Amityville n'a été le théâtre d'un crime aussi barbare. Surpris, 6 hommes vont accompagner le jeune homme. Et une fois chez lui, ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. Aujourd'hui les amis, nous allons revenir sur l'une des histoires de maisons hantées les plus célèbres et malheureusement aussi l'une des plus tragiques, celle de l'affaire Amityville. Ronald DeFeo Sr. est littéralement Monsieur Tout-le-Monde. Avec son épouse Louise, il mène une existence simple et paisible. Le 26 septembre 1951, la famille accueille son premier enfant, Ronald Jr. 5 ans plus tard, c'est une fille, Dawn, qui les comblera de joie. Le couple DeFeo aura 3 autres enfants par la suite, Allison, Mark et John. En 1965, Ronald Sr. et son épouse aspirent à changer de vie. Au fur et à mesure que la famille s'agrandit, leur appartement de Brooklyn leur semble trop petit. Ronald Jr. et sa sœur ont besoin d'espace. Louise, la mère de famille, souhaiterait un cadre plus familial dans un quartier plus tranquille. Et à force de chercher, les DeFeo finissent par trouver leur bonheur. C'est à Amityville, situé sur l'île de Long Island et à quelques kilomètres de Boston, que Ronald et son épouse trouvent la maison de leurs rêves. Malheureusement pour eux, leur rêve va vite se transformer en désillusion. D'un point de vue extérieur, il serait facile de dire que les DeFeo est la famille idéale. Mais à l'intérieur, la donne est tout autre. À l'adolescence, les relations entre Ronald Jr. et son père se corsent. Ils auront même de très violentes disputes, lesquelles s'accompagnent parfois de violences physiques. Le père de famille a en réalité un comportement tyrannique. Il n'hésite pas à battre sa femme, ses enfants et cela même devant des amis à eux. Et cela sans gêne et sans remords. Nous sommes le 13 novembre 1974 et il est 3h15 du matin. Ronald DeFeo Jr., qui regarde tranquillement un film à la télévision, va avoir une idée qui va lui traverser l'esprit. Face aux nombreuses disputes qu'il peut avoir avec son père, il va décider de le faire taire une bonne fois pour toutes. Il se munit alors de son fusil de chasse. Son Marlin calibre 35 à la main, il avance sans faire le moindre bruit vers la chambre de ses parents. Ouvre la porte et vise son père avec l'arme. D'une balle, il va mettre fin à son existence. Sans hésiter, il va aussitôt abattre sa mère, Louise, allongée à ses côtés. Les parents étant morts, Ronald ne peut pas s'arrêter là. Il y a encore du monde dans la maison, et donc des témoins potentiels. Il avance donc d'un pas assuré vers la chambre de ses 2 petits frères, Mark et John. Sans hésitation, il les tuera de sang-froid et continuera à déambuler dans la maison pour poursuivre son funeste massacre. Il tuera également Allison dans son lit, puis se dirigera vers la chambre de sa sœur aînée, Dawn. Comme précédemment, sans hésitation et à bout portant, il tuera Dawn dans son lit. Une fois son méfait accompli, Ronald Jr. ne fait rien. Il ne dit rien. Il ne cherche pas à s'enfuir ni à camoufler ses actes. Que s'est-il passé dans sa tête à cet instant? Nul ne le sait vraiment. Mais visiblement, malgré les coups de feu, cela n'a pas alerté le voisinage. Et contre toute attente, alors qu'il aurait pu s'enfuir, Ronald Jr. attendra le lendemain pour aller donner l'alerte. Alertée, la police se rendra sur les lieux et trouvera les corps en putréfaction des membres de la famille DeFeo. Interrogé par la police, Ronald ne peut pas dire la vérité et avouer simplement les meurtres. Il va donc essayer de justifier la situation à sa façon. Selon lui, incapable de trouver le sommeil, il serait sorti à 4h du matin pour aller travailler. Après une journée de dur labeur, il a commencé à s'inquiéter de ne pas avoir des nouvelles de ses parents. Après plusieurs coups de fil restés sans réponse, il décide de rentrer chez lui et trouvera sa famille assassinée. Le hic avec cette histoire, c'est que cela ne tient pas la route. Les inspecteurs ne trouvent personne capable de corroborer son histoire et surtout, il se contredit à maintes reprises. Cela mettra le doute aux policiers qui finiront par le considérer comme le principal suspect. D'ailleurs, au vu des circonstances, ils n'ont absolument aucun doute. C'est Ronald Jr. qui a fait le coup. Pour les enquêteurs de l'époque, il n'y avait pas tellement de questions à se poser. C'est Ronald qui les a tous tués de sang-froid, point. Le principal pour eux, c'était qu'il parle. Oui, il était bien celui qui tenait le fusil de chasse ayant ôté la vie de ses parents. Oui, il a bien appuyé sur la détente, mais ce n'est pas de sa faute. L'unique raison qui l'a poussé à commettre un crime aussi horrible, c'est que le diable lui avait ordonné. Ronald maintient sa position. Il explique que le diable lui parle depuis longtemps.
Il entend sa voix dans sa tête, sans cesse. Il le croise au détour des couloirs, et quand il est allongé sur son lit, il entend les murmures du diable qui rampent sur les murs. Il l'affirme et persiste, la maison d'Amityville est hantée par une entité qui n'est autre que Belzébuth. Et c'est elle qui, ce 13 novembre 1974, a tué ses parents au travers de sa main. Dans un premier temps, il serait facile de dire que Ronald Jr. était prêt à tout pour éviter la prison. Sauf que, très rapidement, de nouvelles incohérences commencent à apparaître. Et au vu des circonstances, il pense même qu'il n'était pas tout seul et continue à lui mettre la pression. Tout d'abord, les inspecteurs retrouvent de la poudre à canon sur la chemise de nuit de Dawn. Ce qui sous-entend que Dawn aurait tiré avec la carabine et donc participé au meurtre. Déjà là, certains enquêteurs s'interrogent. Si Dawn a travaillé de concert avec Ronald pour tuer leurs parents, pourquoi être parti s'allonger paisiblement et attendre son tour? Cela n'a aucun sens. Son corps n'a pas été déplacé et surtout aucun signe de lutte n'est visible. Certains détectives iront même plus loin et affirmeront qu'au moins 3 personnes ont commis ces crimes. Même s'ils ont été incapables de prouver leur dire, Dawn et 2 amis de Ronald Jr. ont longtemps été leurs principaux suspects. Autre fait pour les moins surprenants, aucun voisin n'a entendu de coup de feu. Les crimes ont été pourtant commis avec un Marlin calibre 35, un fusil de chasse dont la détonation pouvait être entendue à 5 pâtés de maison. De plus, et ce qui est troublant, c'est qu'aucun membre de la famille n'a fui les lieux, alors que de toute évidence, les détonations les avaient sans doute réveillés. Dans la confusion de son témoignage, Ronald dira qu'il les avait au préalable drogués, et les médecins légistes n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque poison ou médicament dans leur organisme. Le jeune homme changera plusieurs fois de version. Dans l'une, il était avec des amis. Dans l'autre, c'est lui et sa sœur Dawn qui ont commis les crimes. Et rien de toutes ces versions ne tenait vraiment la route. De plus, par la suite et selon ses dires, il semblerait qu'à la sortie de son interrogatoire, les vêtements de Ronald Jr. étaient maculés de sang, suite à des échanges plutôt musclés avec les policiers. Ronald aurait-il été poussé à l'aveu par des policiers désireux de conserver leurs statistiques? Aurait-il admis des choses qu'il n'a pas fait sous l'effet de la torture? Encore aujourd'hui, certains spécialistes s'interrogent. Et ce d'autant plus qu'une question n'a jamais obtenu de réponse. Pourquoi? Pourquoi Ronald aurait-il décimé toute sa famille? Pourquoi rester sur les lieux alors que tout pointait vers lui? Pourquoi indexer le diable alors qu'il savait que cet argument avait très peu de chances d'être reconnu? Nul ne saura jamais ce qui s'est réellement passé à Amityville le 13 novembre 1974. Reconnu coupable pour les 6 meurtres, Ronald DeFeo Jr. a écopé de 6 peines de prison allant de 25 ans jusqu'à la perpétuité. Un mois plus tard, la famille Lutz rachète la maison, persuadée d'avoir trouvé le coin idéal pour s'épanouir. Pourtant, ils vont rapidement déchanter. La petite famille s'installe le 18 décembre 1975 et à peine 1 heure après être arrivé au domicile, leur chien se jette par-dessus la clôture. Attaché par la laisse de son collier, le chien s'étrangle, littéralement pendu. Les Lutz interviendront tout de même rapidement en sauvant le chien. Le père de la famille, George Lutz, connaissant le passé tragique de la maison, décida de faire bénir les lieux par un pasteur. Une fois cela fait, le pasteur aurait dit à George Lutz de ne pas faire de chambre dans une des pièces de l'étage. Il avait senti une présence menaçante et qu'il aurait même été giflé. Durant les prochains jours, George Lutz était systématiquement réveillé à 3h15 en pleine nuit, l'heure où Ronald Jr. aurait commis les crimes. À plusieurs reprises, il aurait entendu des bruits de pas dans la maison ainsi que des cris. Une autre fois, c'est sa femme, Kathleen, qui aurait senti une présence la prendre dans ses bras. Et Lutz raconte aussi qu'à plusieurs moments, des nuées de mouches auraient été présentes dans certaines pièces de la maison. Même leur fille aurait aperçu à plusieurs reprises une étrange bête en forme de cochon. Elle aurait même donné un prénom, Jody. Terrifiés par tout ce qui se passe, seulement 28 jours plus tard, le 14 janvier 1975, les Lutz finirent par quitter définitivement la maison. Mais pour eux, cela ne pouvait pas en rester là et ils décident d'en parler autour d'eux. Sollicités de toutes parts par une histoire qui devient médiatique, une chaîne de télévision locale invite des journalistes et des enquêteurs du paranormal à investiguer dans la maison. Parmi eux se trouvent Ed et Lorraine Warren, des parapsychologues devenus célèbres avec la série de films Conjuring. Mais là encore, rapidement, les événements reprennent une tournure particulière. Dans la maison, plusieurs personnes ont été rapidement affectées par ce qui leur semble être des présences lourdes et dominantes. Selon certains témoignages, l'un des enquêteurs aurait aperçu une fillette à la fenêtre située à l'étage de la maison, mais sans trouver quoi que ce soit. D'autres auraient entendu des bruits de pas. Pour Ed Warren, il semblerait que les esprits de la famille DeFeo entraient à la maison.
Et pour Lorraine, il y aurait aussi la présence d'un démon. Un démon qui serait là, avec eux et qui les observerait. De ce fait, ils décident de bénir chaque pièce de la maison pour faire fuir le démon, ce qui visiblement n'était pas de son avis. Pour les Warren et les autres enquêteurs sur place, sous le regard médusé des journalistes, la situation devient très vite compliquée. Ils expliqueront aux journalistes présents avec eux que le démon a essayé de les attaquer à plusieurs reprises, notamment en essayant de pousser Ed dans les escaliers. Malheureusement pour les journalistes, les photographes et les caméras sur place, rien ne fut perçu ou enregistré. Sauf peut-être une photo qui fait froid dans le dos. Une photo où on perçoit le visage d'un enfant regardant l'appareil. En fait, ce qui est troublant sur cette photo, c'est que l'équipe a posé l'appareil sur un trépied pour prendre des clichés à intervalles réguliers. Ce qui veut dire que sur les autres photos, on ne voit pas le visage de cet enfant. De plus, aucun enfant se trouvait à l'étage à ce moment-là. Entre le terrible massacre survenu et ce qui leur arrive, les Lutz y voient là le moyen de se faire énormément d'argent. Avec une telle histoire, il y a le moyen de faire un livre et pourquoi pas même un film. Ils décident alors de raconter leur histoire à un écrivain, Jay Hanson. Largement romancé, le livre Amityville, la maison du diable se vendra en milliers d'exemplaires et aura le droit à une adaptation au cinéma en 1979, bien que différente du livre d'origine. Le film deviendra un classique du cinéma d'horreur et un phénomène mondial. Avec le temps, tout cela prendra une énorme proportion puisque ce n'est pas moins de 20 films qui verront le jour. Néanmoins, comme vous pouvez sans doute vous imaginer, la famille Lutz est soupçonnée d'avoir inventé tout cela de A à Z, dans le but de vendre leur histoire et se faire beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes s'intéresseront à leur histoire et les mettront en face de leurs contradictions. Le livre même, qui est vendu comme histoire authentique, est beaucoup trop tiré par les cheveux et bon nombre de choses se déroulant dans la maison ne pouvaient pas être possibles, sont incohérentes ou alors très facilement explicables. Par exemple, vous vous souvenez quand la fille des Lutz aperçoit un animal étrange à la forme d'un cochon? Bien, il semblerait que cela soit en réalité le chat du voisin, surnommé le cochon parce qu'il était gros. Pour l'écrivain Jay Hanson, que cela soit vrai ou faux, le principal c'était que le livre se vende afin d'en tirer le maximum d'argent. L'ironie dans cette histoire, c'est que l'écrivain Jay Hanson ne pourra jamais en profiter, puisqu'il mourra 3 ans plus tard, en 1980, suite à une crise cardiaque. Par la suite, la maison sera revendue, il y aura même plusieurs propriétaires, qui, de leur côté, ne constateront absolument rien. Malgré tout, Kathy et George Lutz continueront à dire que tout cela était vrai jusqu'à leur dernier souffle. Quant au criminel qui a décimé toute sa famille, Ronald DeFeo Jr., il est mort le 12 mars 2021, à l'âge de 69 ans, alors qu'il était incarcéré, emportant ainsi son secret dans la tombe. Si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et si vous voulez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à bientôt.